Bonjour à tous, merci d'être venus. Avant de laisser nos intervenants discuter et débattre du sujet du soir, je voulais rapidement présenter notre association qui, depuis 2011, travaille à sensibiliser les élèves de l'ILERI aux questions de défense et de sécurité internationale, d'abord sur un blog, puis sur un site internet depuis l'an dernier. On publie nos notes de synthèse, nos comptes rendus de conférences ou de festivals. Voilà. Pour cette année 2016-2017, on a rapidement souhaité se lancer un nouveau défi et lancer une première publication papier que vous avez désormais entre les mains et dont on est très fiers. Donc quelques remerciements déjà à nos partenaires, le Centre d'études stratégiques de la Marine, le CESM, la Revue Défense Nationale et bien sûr l'ILERI et notre directrice Madame Bourgeois. Et aussi nos intervenants qui ce soir ont participé de près ou de loin à cette revue. Absent ce soir le commandant Jean-Marin Desbrailles, que vous avez peut-être croisé à la conférence du CESM le 22 dernier, qui ne pouvait pas être avec nous, mais dont vous trouverez un papier dans la revue. Voilà, j'en profite aussi pour présenter Benoît, notre modérateur du soir, qui est élève en Master 2 à l'ILERI et qui a grandement contribué à ce numéro que je remercie chaleureusement aussi. Voilà. La parole est à toi, Benoît. Un petit mot sur nos intervenants. Oleg Kobzev, vous êtes professeur ici à l'ILERI et aussi à l'American University of Paris, spécialiste de nombreux sujets, dont les questions arctiques. Et vous avez été rédacteur en chef et co-auteur d'une revue publiée chez l'Harmattan, que je me souvienne, The Geostrategic Maritime Review, dont vous avez pu nous parler en cours. Stéphane Dugast, vous êtes auteur, réalisateur, et vous avez dirigé la revue Col Bleu de la Marine nationale pendant quelques années. Vous êtes désormais chez Ponant. Et Miko Mered. Et biographe de Paul Victor, pardon. Et Miko Mered, vous êtes expert évaluateur sur les questions arctiques pour la Commission européenne, cofondateur du cluster polaire français et désormais enseignant en Laponie. Et voilà, merci à vous. Benoît, c'est à toi. Merci Henri pour cette présentation. On voudrait aussi remercier l'ANA JHEDN qui a bien contribué à relayer ce beau travail. Alors messieurs, première question, on a appris que Ségolène Royal était devenue ambassadrice pour les pôles. Et la question qui suit donc, c'est, à votre avis, quelle politique pour la France, qu'est-ce que doit faire la France en Arctique? Peut-être vous pouvez commencer, Oleg Kobzev peut-être. Bon, déjà, il faudrait demander à Madame Royal quels sont ses plans. Mika et moi, je ne sais pas, elle nous envoie pas des SMS ou des tweets assez souvent pour qu'on puisse vous donner des détails. Nous ne sommes pas encore des intimes de Ségolène Royal, mais nous avons quand même eu la chance. Ce que je peux dire, c'est nous allons beaucoup regretter Michel Rocard, parce que quelles que soient nos positions politiques, nos idées politiques, c'était un très grand bonhomme. L'histoire montrera que Michel Rocard était vraiment un pionnier de la gouvernance de l'Arctique au sens moderne, c'est-à-dire où on a tourné la page de l'époque des grands explorateurs et nous avançons vers une époque où on va gouverner l'Arctique comme on gouverne le Moyen-Orient, l'Afrique ou n'importe quelle partie du monde aujourd'hui. Et Michel Rocard fut un grand. Michel Rocard également a établi, a bien établi dans les mentalités et dans le monde entier, parce qu'il n'y avait au fond qu'un petit cercle de gens, et particulièrement des gens comme Stéphane Dugast qui connaissait bien Paul-Émile Victor, qui comprenait que la France était un pays qui était à l'avant-garde de l'exploration arctique autrefois, mais également de la gestion des grandes questions géopolitiques de l'Arctique. Et ça, Michel Rocard l'a bien fait sentir au niveau international. Lui-même l'a appris des Australiens et des Néo-Zélandais, par le biais de la Nouvelle-Calédonie et par le biais donc de l'Antarctique, de l'autre côté du monde.
qui l'a amené à s'intéresser du coup aux 2 régions polaires, et notamment au Grand Nord, dont il est devenu un passionné. Je crois que ce qui restera de la biographie de Michel Rocard, c'est de l'avoir fait comprendre à tous les dirigeants français, quels qu'ils soient de droite ou de gauche, et à pas mal de dirigeants mondiaux également. Il faut savoir qu'il y a 10 ans seulement, il y avait, je dirais, les 3/4 des dirigeants français, si vous leur parliez de l'Arctique. Je crois que Mika et Stéphane seront tout à fait... Stéphane, je vous appelle par votre prénom. D'accord, on ne se connaît pas encore si bien, mais... justement, tous les 3, nous avons eu la chance de rencontrer Michel Rocard seulement quelques jours, moins de 2 semaines avant son décès. Je crois que nous avons tous les 3 admiré le fait on voyait qu'il était mourant. Sur son visage, c'était marqué, la maladie l'avait complètement marqué. Mais nous en parlions en privé juste quelques minutes avant d'entrer ici. Quelle énergie, encore quelle passion surtout. Et ça, donc il y a 10 ans encore, je dirais les 3/4 des dirigeants français, qu'ils soient dans le privé ou dans le public, vous aurez ri au nez si on vous parlait de l'importance de l'Arctique. Et je me souviens encore, il y a 2-3 ans, quand Mika, dans une conférence comme celle-ci, au cercle militaire, était en train d'en discuter, il y avait juste à côté de moi un amiral de la marine qui était en train de... Voyons, c'est n'importe quoi, c'est de la science-fiction, l'Arctique, c'est rien du tout, c'est comme la Lune, on en parlera dans 50 ans. Et je me souviens d'un petit échange assez désagréable, parce qu'il a fini par prendre la parole et essayer de démolir tout ce que tu avais dit. Donc c'est pour vous montrer qu'il y a encore du boulot à faire, mais Michel Rocard a fait énormément avancer les choses. Les gens qui méprisent l'Arctique comme un sujet complètement marginal dans la géopolitique mondiale et dans les relations internationales et dans la gouvernance de tout, de l'économie mondiale et surtout de l'environnement, aujourd'hui font quand même un peu ringard, un peu... heureusement, on a dépassé ce stade et il y a eu pas mal de gens qui ont tout fait pour qu'on puisse avancer et Michel Rocard a fait énormément de travail dans ce sens, de communication. Et donc, il faut maintenant que Ségolène Royal s'en souvienne, qu'elle met les pieds dans une très très grande paire de chaussures. Pour compléter, moi, j'aurais 2 idées. Oleg a tout dit ou presque. La première, c'est que la France est une nation polaire qui s'ignore. En tout cas, c'est clair. C'est comme c'est une nation maritime qui s'ignore. Vous avez dû suivre pendant vos cours tout l'espace maritime dont la France dispose, ses ZE, etc., qui est maintenant devenu un atout pour notre pays. Un pays qui est en plein changement, on le voit politiquement, quel que soit son bord, on voit que les lignes sont en train de bouger. Et ce qui est d'autant plus stupéfiant, c'est cette anecdote avec l'amiral, sachant que dans le monde polaire, le monde, je dis, moderne, c'est déjà un marin Pythéas, qui est phocéen, qui 4 siècles avant Jésus-Christ part de Marseille et vraisemblablement est arrivé jusqu'au Groenland. Donc ça, c'est quand même déjà un premier motif de satisfaction. Et dans l'histoire de la France, sur la deuxième partie du 19e siècle et sur ce 20e siècle, on a des grands explorateurs polaires. Et des grands. Je ne vais pas refaire toute leur vie, Jean-Baptiste Charcot, qui sur front privé va organiser des grandes campagnes scientifiques, comprenant avant tout le monde que l'Antarctique, donc les fesses du monde, comme l'a si bien dit Jean-Christophe Victor, les fesses du monde et l'Arctique avaient des rôles à jouer scientifiquement, ils pouvaient nous renseigner. Et en tant que biographe de Paul-Émile Victor, Paul-Émile Victor a été un précurseur de la recherche polaire à une époque où les pôles... On se plaint en ce moment que les pôles, que c'est pas encore assez connu, mais là c'est encore moins connu. Et il a réussi en 1947, je sais pas si vous figurez, on est dans une France qui se relève à peine de cette guerre, qui a fracturé toute la population française, entre résistants, tout le monde se dit résistant, collabos, gens passifs. Et Paul-Émile Victor va réussir à lever 46 millions de francs de l'époque pour organiser les expéditions polaires françaises, mission Paul-Émile Victor, au Groenland, et en Terre Adélie en Antarctique. Terre Adélie qu'on a découvert en 1840, dont on n'a rien fait. Et au Groenland, il pressent que la calotte glaciaire, cette grande île recouverte par de la glace, peut nous renseigner sur pas mal de choses.
Tout ça pour faire écho à Michel Rocard, que j'ai interviewé 3 fois, pour savoir d'où lui venait cette appétence du polaire. Parce que beaucoup de gens ont dit quand il a été nommé, mais il n'y connaît rien. Alors après, à chaque conférence de Michel Rocard, il vous racontait sa légende, et il vous racontait comment il s'était intéressé au monde polaire, et c'est exact, c'est les accords de Matignon, 88 pour la Calédonie, qui le font rencontrer le Premier ministre travailliste australien Robert Hawke, et avec Robert Hawke, va l'apostropher. J'ai raconté ça dans un magazine, la revue Longcourt, et Robert Hawke va lui dire mais il va se passer quelque chose en Antarctique qui est catastrophique, c'est qu'on veut exploiter, les Néo-Zélandais veulent exploiter l'Antarctique, veulent l'ouvrir à l'exploitation minière, vous les grands pays faites quelque chose. Et Michel Rocard texto lui a dit mais qu'est-ce que vous en avez à faire de tes pingouins? Donc un pingouin manchot, je vous fais pas de la sémantique. Et Michel Rocard nous a dit face caméra en interview qu'il était énarque, il a vu affaire aux affaires commerciales du monde, il avait été ministre, il avait été ministre de l'Agriculture, sa mémoire est bonne, et l'Antarctique, il ne savait même pas, ou si peu, qu'il y avait des Français qui faisaient de la science depuis Paul-Émile Victor, depuis les années 50, 1950. Et il va s'intéresser à l'Antarctique. En s'intéressant à l'Antarctique, la légende dira que le traité de Madrid, l'amendement, la protection de l'Antarctique, on lui doit beaucoup, parce qu'il va orchestrer aussi Jacques-Yves Cousteau, qui va montrer un film aux sénateurs américains sur fond propre et sur fond secret de Matignon. Bref, et Michel Rocard était un ambassadeur, qu'on le veuille ou non, qu'on l'apprécie ou non, qu'on soit de son bord ou pas de son bord, qui a permis de mettre vraiment en lumière les pôles. Le costume est grand, Oleg nous l'a dit, les chaussures sont très grandes, et d'autant plus grande que je trouve que la feuille de route arctique qui a été édictée l'année dernière nous apprend rien sur le monde polaire. Enfin, c'est mon avis personnel. Si on fait de l'analyse, on enfonce juste des portes ouvertes en disant qu'il faut protéger l'Arctique tout en le développant peut-être un petit peu économiquement pour les gens, mais qu'en fait, on ne sait pas du tout. Et c'est l'éternel débat dans cette société française, chez les décideurs, de comment allier écologie, préservation de l'environnement, développement économique, gérance entre les États. C'est une équation où en France, on est encore très dogmatique, où en France, on a l'impression qu'il faudrait mettre l'Arctique sous cloche, l'Antarctique sous cloche, et que les gens qui font du tourisme en Antarctique sont des méchants, et que l'ogre russe va tout dévorer en Arctique. Donc c'est très caricatural, et quand vous, encore ce matin, vous essayez d'intéresser un éditeur, un rédacteur en chef au pôle, on vous dit que c'est pas un sujet généraliste, c'est un sujet de niche, ça n'intéresse que des spécialistes. Donc je m'arrache les derniers cheveux, et on va essayer de convaincre, et c'est pour ça qu'on est là ce soir, que les pôles sont d'un intérêt, sont surtout le reflet de pas mal de choses dans nos sociétés. Je peux dire juste une phrase pour dire également qu'il y a une autre grande perte cette année, c'est la perte de Jean-Christophe Victor. Alors peu savent qu'il était le fils de Paul-Émile Victor. Et j'en profite juste pour faire une publicité à Stéphane Dugast, ici, voilà. Il a écrit une biographie, donc il est le premier à avoir écrit une biographie de Paul-Émile Victor, co-auteur avec Daphné Victor, qui était la fille de Paul-Émile Victor et la sœur de Jean-Christophe Victor, cette extraordinaire émission qui s'appelait Le Dessous des cartes. Miko Mered, je vous laisse peut-être continuer sur les enjeux liés à la France. Et je voulais juste apporter une précision. Dans votre interview, vous nous parlez du proche arctique, une notion pas mal développée par la Chine. On a pu voir aussi que la Suisse développait la verticalité polaire. Est-ce que tous ces concepts peuvent être une source intéressante? Et que peut en faire la France? Que peut-on apprendre de ces concepts? Bonsoir à tous et merci d'être venus malgré la pluie passer cette soirée avec nous. C'est exactement en fait l'enjeu de la discussion assez animée que nous avions eue au Cercle National de la Marine, au Cercle National des Armées avec l'amiral Vogel, si je me souviens bien. Donc c'est pas n'importe quel amiral non plus. Mais j'ai ce problème-là. C'était pareil avec Michel Rocard. J'ai cette tendance à ne pas dire amen quand quelqu'un me dit quelque chose si je n'ai pas forcément la même approche épistémologique ou la même approche systémique que mon interlocuteur. Et en ce qui concerne la dimension du proche arctique, on était effectivement donc dans cette différence d'approche. En France, on a une tendance à voir, et c'est historique, et c'est en effet dû aussi à nos explorateurs, l'Arctique comme un océan et point. On a tendance à oublier les terres qui sont autour. Alors parfois, quand vous avez un petit peu de chance, vous allez avoir un expert qui va vous dire, alors il y a l'océan et puis il y a aussi les peuples inuits.
en parlant des peuples inuits, vous oubliez la majorité des peuples autochtones en Arctique, puisqu'il n'y a pas que des Inuits. Mais c'est déjà bien, on parle un petit peu des terres. Mais la question de où s'arrête l'Arctique au sud, c'est ça la véritable clé de l'enjeu d'une bonne analyse de ce qui va se passer en Arctique ou pas. Si vous partez du principe que l'Arctique s'arrête au cercle polaire, donc on est à 66 degrés nord, vous avez un certain nombre d'enjeux qui en effet sont au nord de cette ligne-là, mais par exemple tout le pays qu'est l'Islande ou tout le sud du Groenland ne font pas partie de la zone arctique dans ce cas-là, si vous prenez cette délimitation-là. Si ensuite vous allez vous pousser un petit peu le truc, vous creusez, vous allez voir les différents groupes de travail du Conseil de l'Arctique, ce que vous allez voir, c'est que donc, le Conseil de l'Arctique, c'est l'organe diplomatique de référence des pays de la zone, dont la France est observateur depuis l'an 2000. Et du coup, vous avez 6 groupes de travail, et sur ces 6 groupes de travail, vous avez 4 définitions différentes donc de où s'arrête et où débute l'Arctique. En fonction à chaque fois des disciplines. Voilà, si vous faites de la climatologie, vous allez avoir une certaine définition. Si vous êtes plutôt axé sur les questions purement biologiques, vous allez utiliser autre chose. Bref, je ne rentre pas forcément dans les détails. Si vous voulez, on peut en parler durant les questions. Mais donc du coup, la question qui se pose depuis 5, 10, 15 ans, c'est, et nous, en sciences politiques ou en relations internationales et a fortiori en économie, où s'arrête l'Arctique et où commence-t-il? Et il n'y a pas de définition. Il n'y a pas de définition, il n'y a pas un expert qui est arrivé et qui a dit « alors moi j'ai une proposition ». C'est pour ça qu'avec un certain nombre d'autres experts, on est en train de travailler sur ça actuellement. Mais voilà, il n'y a pas cette définition-là. Et donc du coup, c'est la porte ouverte un petit peu à toutes les fenêtres, dans le sens où vous allez avoir des territoires qui vont vous dire « moi je suis de l'Arctique ». Jusque-là, pas de problème, j'ai un territoire ou une partie de mon territoire, si fine, si mince soit-elle, au nord du cercle polaire, très bien, je suis arctique, pas de problème. Mais ensuite, vous allez avoir des pays qui sont pas très loin et qui, eux, vont vous dire moi, je suis pas arctique, mais quand même, j'ai des intérêts économiques et puis je suis quand même proche géographiquement. Vous comprenez que ça va impacter tout ce qui va se passer là-haut. Bon, moi, je suis du proche arctique. Et ça, c'est le concept que les Chinois ont développé au début de cette décennie. Donc on est en 2009, 2010, 2011, et ce concept de proche arctique, un petit peu comme nous on parle du Proche-Orient, s'exprime. Pour vous donner un ordre d'idée, le cercle polaire arctique est aussi proche du territoire français que Jérusalem ne l'est. Donc si on parle de Jérusalem, enfin d'Israël comme étant un pays du Proche-Orient, pourquoi on ne parlerait pas par exemple de l'Islande ou du Groenland comme un pays du Proche-Arctique par exemple? Bref, donc ça, cette dimension-là, c'est une dimension qui émerge, mais qui est balbutiante, qui débute, et qui nécessite des définitions. Et là encore, en fonction des pays et des intérêts des différents pays, vous allez avoir des définitions différentes, et vous allez avoir des acteurs différents qui vont se manifester. Par exemple, en Chine, ceux qui sont véritablement à l'origine du moteur de l'implication chinoise en Arctique, c'est le gouvernement central. Si vous allez en revanche au Japon, ce n'est pas le gouvernement central qui est à l'initiative, ce sont en fait les autorités de la région de Hokkaido, qui est donc l'île la plus au nord, la plus septentrionale du Japon. Puis aussi, il y a les îles Kuriles au nord du Japon qui sont aussi contestées par la Russie. Bref, vous connaissez ce sujet. Bon, voilà, le Japon, on est dans un niveau régional. En Corée du Sud, c'est pareil. C'est la province du Gangwon, qui est celle dans laquelle va y avoir les Jeux Olympiques d'hiver l'année prochaine, qui milite pour se rapprocher de l'Arctique et qui a adhéré au Northern Forum, qui est un autre organe diplomatique de l'Arctique, mais qui ne regroupe pas les États, il regroupe les régions et les municipalités, et ainsi de suite. Donc vous allez comme ça avoir en fonction des pays différentes logiques. Et après, il y a la question qui a émergé là sur les 4-5 dernières années, depuis 2013, de la verticalité. Alors on a vu l'Inde et la Suisse principalement, ces deux pays-là, venir dire mais écoutez, nous, on a sur notre territoire des situations, des zones de très haute montagne qui connaissent des climats et surtout des enjeux opérationnels qui sont aussi importants et qui sont similaires à ceux de la zone arctique. Donc nous aussi, on a une filiation avec l'Arctique. Et donc tous ces pays-là qui se disent du proche arctique et autres sont principalement membres observateurs du Conseil de l'Arctique. Et en ce qui concerne la France, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là parce que je pense que Benoît va poser une autre question plus tard sur ce sujet, mais on a des territoires qui sont suffisamment proches de l'Arctique pour pouvoir se revendiquer de cette filiation aussi. Je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard. Je voulais, Stéphane Ducast, que vous nous parliez un petit peu du tourisme, et peut-être qu'on pourra partir du tourisme pour aller vers les enjeux du transport maritime. Dans votre interview, Oleg Kobzev, c'était selon vous peut-être le plus grand enjeu aujourd'hui. Je pense qu'il est peut-être important d'en dire quelques mots.
Alors, je suis venu avec quelque chose. Ça fait comme si je faisais de la pub, mais hier soir j'étais chez le concurrent. C'est l'agence Grand Nord Grand Large. J'en sors, c'est le catalogue. C'est pour ceux qui veulent aller en Arctique. Mais plus sérieusement, hier soir j'étais chez Ponant, pour lequel je travaille de façon saisonnière, donc pas du tout salarié, mais j'ai été guide naturaliste pendant 3 mois en Antarctique, donc dans les fesses du monde. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque conférence, beaucoup de gens me disent c'est pas bien de faire du tourisme dans les zones polaires, c'est les derniers endroits préservés de la planète, vous êtes en train de tout gâcher. Et c'est une question qui est récurrente, toujours, sachant que c'est un business qui est comme ça, sachant que la France joue un rôle assez important, et avec Ponant notamment, et avec Grand Nord Grand Large qui est dans une autre niche. Donc vous avez Ponant qui propose des croisières 5 étoiles, French Touch, à la fois en Antarctique et à la fois en Arctique, avec le côté expédition où les gens vont sur le terrain, ont froid mais rentrent au bateau, et on vend ça comme de la croisière expédition. Mais c'est bien, puisque nous, guides naturalistes, on est chargé de leur donner des informations sur la faune, sur la flore, sur la région, sur la géopolitique et sur l'histoire. Et pour répondre à cette question, qui est toujours très agressive de la part de certains, c'est toujours très dogmatique, l'écologie. Je reviens juste un tout petit peu en arrière. Quand j'ai écrit la biographie de Paul-Émile Victor, j'ai découvert que Paul-Émile Victor a été un des pionniers de l'écologie en France. Et je me suis dit, il y a anguille sous le rocher, il y a quelque chose qui est bizarre. Est-ce qu'il s'est inventé une légende? Et quand je vous dis pionnier, on est fin des années 60. Dans les années 60, pour juste vous dresser le panorama, sous Pompidou, on veut faire arriver les autoroutes jusqu'à la gare du Nord, les autoroutes jusqu'à Montparnasse. Il n'y a pas de péage à Saint-Arnaud. Enfin, on est dans le tout voiture. La nature, on est des prédateurs. Jacques-Yves Cousteau, il y a eu une polémique récemment. Paul-Émile Victor sont des grands consommateurs d'avions, de véhicules à chenilles. Ils explorent le monde, mais ils polluent. Mais c'est comme ça. Et Paul-Émile Victor va comprendre en lisant un livre, comme quoi des fois, j'adore ces petits cailloux dans l'histoire qui changent tout. Un livre de Rachel Carlson, une océanographe, qui dénonce l'usage des pesticides. En 63. En 2017, les pesticides, c'était dans les actualités de cette semaine, avec un ministre de l'Agriculture, enfin bref, j'en passe des meilleurs. Vous voyez que l'histoire n'est qu'un continuum. Et tout ça pour vous dire que les explorateurs polaires vont, en tout cas Paul-Émile Victor, va forger sa conscience écologique, va même envisager dans les années 70 de transporter des icebergs, qui sont des réserves d'eau douce pour les Hacheminides saoudites où on manque d'eau. Ça va être un tollé général en France, parce que l'écologie, entre la fin des années 60 et les années 70, va se politiser et va devenir l'apanage de la gauche, la gauche-gauche, voire l'extrême gauche. Et donc écologie va rimer avec préservation, on est tous sous cloche. On ne touche pas et on ne développe pas économiquement. Et du coup, ce tourisme, quand on vous pose cette question, souvent politiquement, il y a quelque chose qui sous-tend en conférence, où on vous dit que vous êtes un méchant, ou en tout cas un capitaliste. Et j'essaie de répondre aux gens calmement en leur disant que le tourisme est vertueux, le tourisme est très encadré en Arctique et en Antarctique, puisque les bateaux ne sont pas les bateaux de Costa Croisière que j'ai vus à Venise, qui déversent leur flot de touristes avec une hauteur de bateau qui sont en train d'ailleurs d'abîmer cette cité sérénissime qu'est Venise. C'est des bateaux beaucoup plus petits, c'est des bateaux qui sont beaucoup plus stricts en termes d'environnement. J'ai aucune action chez Ponant, j'ai aucune action chez Grand Nord Grand Large, mais ça a l'avantage de proposer des voyages d'exception à des touristes, et des voyages entre guillemets intelligents, où on est dans une forme de balisage et de respect. Alors en Antarctique, c'est très 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 strict, parce que c'est 4 mois dans l'année, et tout est cadré. Si vous sortez des clous, le tour opérateur dégage. Et en Arctique, les choses sont en train de se mettre en place pour créer quelque chose de vertueux. Et une personne hier à la conférence Ponant, j'ai fait une conférence sur l'Antarctique, me disait oui, mais de toute façon c'est foutu. C'était quelqu'un qui était jeune, hein. Dans l'assistance, c'était une des rares personnes qui pouvait s'offrir ce voyage à 10 KE. Il me disait c'est foutu, je vais en Antarctique parce que je sais que c'est foutu. De toute façon, l'Arctique, ça sera aussi foutu. C'est en train de fondre, et en plus géopolitiquement, c'est n'importe quoi. Et je lui dis mais partons de là. Si à 25 ans tu me dis ça, quoi attendre? Et je lui dis, ce qui est intéressant dans ce tourisme aussi, c'est qu'en emmenant des gens au bord des glaciers, au Groenland,
en emmenant des gens sur la banquise, en emmenant des gens dans ces régions qui vous transforment, qui vous changent, voir ces grandes étendues de blanc, voir ces icebergs, voir les ours, voir les baleines, voir les phoques, et ben vous en faites des vrais ambassadeurs. Et notamment pour la reconduction du traité de l'Antarctique en 2048, je lui disais, je suis très naïf peut-être, je suis peut-être le roi des naïfs, mais si au moins un volume de gens et de citoyens sait que l'Antarctique et l'Arctique c'est pristine, comme disent les Américains et les Anglo-Saxons, que c'est préservé, qu'il y a des règles et qu'on le protège, c'est un peu comme les parcs nationaux aux États-Unis, c'est un peu comme les parcs nationaux en France, on les a beaucoup critiqués au départ, en disant que c'était pas une bonne idée, que c'était n'importe quoi, mais on s'aperçoit que quand on fait un développement économique, et en tout cas Benoît, quand on fait un développement touristique, en réunissant tout le monde autour de la table, parce que l'enjeu pour les tours opérateurs, il est quoi? C'est de faire un business, mais si ce business, à court terme, il est menacé parce qu'on a tout salopé, on a tout détruit, il y a plein d'endroits en France qui ont été complètement défigurés par le tourisme, bah, le business, il est plus rentable. Donc ces tours opérateurs, français, anglais, argentins, chiliens, groenlandais, danois, se réunissent autour de la table pour proposer de l'exception. Alors oui, la contrepartie, c'est que ça fait un tourisme qui est plutôt réservé à une élite, c'est des voyages chers, mais dans la clientèle que j'ai rencontrée pendant 3 mois en Antarctique, j'ai vu des gens qui s'offraient le voyage d'une vie et qui avaient économisé dessus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on les a eus dans ce voyage, qu'on leur a donné des clés de lecture sur l'Arctique ou l'Antarctique, vous en faites des formidables ambassadeurs. Et j'imagine que si vous le faites en France, vous le faites aux États-Unis, j'ose espérer qu'à l'oreille des décideurs, à l'oreille des Donald Trump et compagnie, on a une conscience citoyenne qui est en train de naître. Miko Mered, les nouvelles routes maritimes en Arctique, un mythe, une réalité? Avant ça, sur le tourisme, je vais apporter une petite lecture économique là-dessus. L'objectif aujourd'hui en Arctique, si on veut arriver à concilier écologie et développement des peuples locaux, j'ai pas dit notre argent à nous, des gens qui sont au sud, je dis bien des peuples locaux, c'est de pouvoir développer des modèles de croissance endogènes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des modèles de croissance qui s'alimentent eux-mêmes au niveau local, via de l'innovation, via des avantages comparatifs véritablement propres aux cultures ou aux richesses du coin, qui sont gérées par les gens du coin. Ce modèle de développement endogène-là, aujourd'hui, c'est pas ce qu'on voit en Arctique. En Arctique, vous avez des modèles de croissance exogènes, que ce soit par l'industrie minière, que ce soit par l'industrie du bois, que ce soit par l'industrie du pétrole-gaz, mais aussi l'industrie du tourisme. Et c'est un des éléments qui est important. En France, quand on a eu des problèmes de défiguration des paysages, etc., par rapport au tourisme, on a fait la loi littorale. Il n'y a pas de loi littorale en Arctique. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'on va arriver à mettre les 8 pays de la zone arctique autour de la même table? Évidemment, ils y sont déjà au Conseil de l'Arctique, vous me voyez venir. Mais est-ce qu'ils vont arriver dans le cadre du Conseil de l'Arctique à s'entendre sur une forme de loi littorale, ou en tout cas de loi de préservation, ou appelez ça comme vous voulez, pour cette zone-là, de manière à être bien sûr que plus on a de tourisme, ce ne soit pas pour autant plus de pollution et plus de croissance exogène. Ouais, j'espère que mon point est assez clair là-dessus. Maintenant, sur les questions des routes maritimes, encore une fois, on est dans le même problème. C'est-à-dire qu'on est sur encore un business qui est reposé, dont le modèle est posé sur une croissance exogène. Vous prenez des richesses qui viennent du sud, elles vont passer par l'Arctique, et puis elles vont repartir au sud. Ou alors vous prenez des richesses de l'Arctique, vous allez les extraire sur place, avec de l'argent qui vient du sud, et ces ressources-là, vous allez les envoyer au sud. Donc encore une fois, le transport maritime, en Arctique, il n'y a pas suffisamment de population pour en faire un marché endogène. Maintenant, est-ce que c'est le véritable enjeu de l'Arctique? La réponse, et je pense que Oleg est d'accord avec moi là-dessus, c'est oui, c'est le gros enjeu. Pourquoi c'est le gros enjeu? Parce que c'est pas un enjeu de science-fiction, comme disait notre amiral l'année dernière, c'est un enjeu concret d'aujourd'hui. C'est-à-dire que quand, par exemple, c'est un exemple très concret, vous avez Total, Novatec et des partenaires chinois qui se mettent ensemble pour pouvoir développer le projet Yamal LNG qui va rentrer en production à la fin de l'année, il va bien falloir sortir ce gaz de terre, ça c'est facile, entre guillemets, mais après il va prendre ce gaz et l'emmener vers les marchés où il est consommé. Mais là vous allez faire quoi? Vous n'allez pas prendre des camions, vous n'allez pas passer par la terre, vous allez passer par la mer. Alors les mois d'hiver, quand vous avez trop de glace, trop de banquise, vous allez évidemment aller plutôt côté européen, bon très bien, mais l'été en Arctique, ça s'allonge de plus en plus au fur et à mesure des années, vous allez passer par la route du Nord pour aller directement en Asie sur les marchés où sont déjà vendus les contrats.
Donc du coup, c'est pas quelque chose qui relève de la science-fiction. Ce qui relève de la science-fiction, c'est le marché de conteneurs. C'est le marché de conteneurs entre l'Asie et l'Europe. Et quand je dis science-fiction, je dis pas que ça va pas arriver. Mais je laisse ça pour plus tard. Merci pour ces précisions. Je voulais revenir sur les enjeux liés notamment à l'économie, puisque vous les avez abordés, et notamment à l'extraction de matières premières. On a parlé dans la revue notamment des États-Unis. Alors il faut savoir que l'interview a été faite il y a déjà plusieurs semaines. Je pense qu'on pourrait peut-être revenir un petit peu sur les nouvelles élections américaines, savoir si les choses ont un petit peu évolué. Et je voulais avoir un petit peu votre avis là-dessus. Oleg Kobzev, peut-être, pour commencer. Alors vous voyez comme les choses vont vite en Arctique. Ce que j'ai dit il y a quelques semaines justement dans le grand jeu, mon interview là-dedans est déjà un petit peu dépassée parce que j'avais dit que finalement c'était les grandes confrontations en ce moment étaient entre un lobby anti-pétrolier et un lobby qui soutient le développement durable, le tourisme et tout ce qui s'éloignerait de l'exploitation strictement pétrolière ou des gaz, et un lobby pétrolier au contraire qui en demande. Et j'avais dit que le charbon était un peu hors jeu dans cette histoire, devenait un peu spectateur. Ça c'est faux maintenant parce que puisque Trump j'avais dit ça sans être sûr de la direction de la politique américaine, mais depuis juste quelques jours après vous avoir dit cette bêtise, Trump s'est déclaré de manière très agressive envers le lobby du charbon. Alors le charbon ne me fait pas trop peur dans la mesure où cela pourrait faire l'objet d'un développement durable, à condition que l'on utilise la technique qui s'appelle la capture, ou en anglais on dit carbon capture. Alors corrigez-moi. Oui, la capture d'émissions de carbone. La capture d'émissions de carbone. Si vous vous souvenez, quand Mika et moi étions ici il y a à peu près 3 ans, la première fois, ou 2-3 ans, nous en avons parlé, on a même eu une petite confrontation avec quelqu'un qui représentait justement l'aile la plus dure des écologistes. Certains d'entre vous, surtout pauvre Claire, qui a eu à gérer cet étudiant extrêmement enthousiaste, s'en souvient très bien. Mais ça, c'est justement ce qui pourrait nous réconcilier. Alors les Norvégiens sont très forts là-dessus. Il y a des lobbies très très puissants en Norvège qui essayent de nous pousser à adopter cette technique du carbon capture. Alors il est vrai, le problème, et ça c'est pour ça que Trump va évidemment pas s'y intéresser, c'est que ça réduirait d'une manière dramatique les marges bénéficiaires des compagnies minières qui exploitent le charbon. L'avantage, et Trump devrait écouter, c'est que ça créerait énormément d'emplois en réduisant de manière dramatique les émissions. Donc voilà où on en est aujourd'hui avec le charbon. Sur la politique américaine. Sur la politique américaine, on a fait notre interview au mois de mars, si je ne dis pas de bêtises. Ceci dit, je trouve pas qu'il y ait de grande différence entre ce qu'on s'est dit au mois de mars et maintenant, parce que quand on s'est parlé au mois de mars, on se demandait, quand je dis on, là c'est la communauté des experts sur l'Arctique, on se demandait quelle allait être l'attitude de l'administration Trump au prochain sommet ministériel du Conseil de l'Arctique qui allait avoir lieu à l'époque, rétrospectivement, le 10-11 mai en Alaska. On se posait la question et il n'y avait rien de clair. Il y avait des signes complètement contradictoires qui venaient d'une part de la Maison-Blanche, et donc qui étaient évidemment pro-développement, on sort de l'accord de Paris, etc. Et il y avait de l'autre côté tous les diplomates du département d'État qui étaient restés depuis l'administration Obama, qui avaient été nommés sous Obama, et qui étaient censés s'occuper des questions du Conseil de l'Arctique pendant tout le temps de la présidence, qui, comme vous l'avez compris, était donc à cheval sur l'ère Obama et l'ère Trump, qui, eux, en fait, sont restés dans cette logique de on va préserver l'Arctique, on va avoir une sorte de continuité, aussi bien institutionnelle qu'une continuité dans la préservation écologique de la zone. Et en fait, ce qu'on a vu, donc le 10-11 mai à
à Fairbanks, donc au sommet ministériel du Conseil de l'Arctique présidé par les États-Unis, avec Rex Tillerson, l'ancien patron de ExxonMobil, qui était là comme président du Conseil de l'Arctique, puisqu'entre-temps, vous savez qu'il est devenu secrétaire d'État américain. Eh bien, en fait, c'est la ligne des anciens de l'équipe Obama qui l'a emporté en réalité, puisqu'on a vu une administration Trump qui, même si Rex Tillerson a essayé à titre personnel de revenir sur certains points du brouillon d'accord, du brouillon de déclaration qui allait mentionner l'accord de Paris, qui allait mentionner la recherche scientifique, etc. Ils ont essayé d'en le faire enlever pas mal de choses. Et bien en réalité, tous les autres en dessous, si je peux dire ça comme ça, donc l'ambassadeur Barton, Julia Gourley et tous les autres, eux, qui venaient de l'administration Obama, ont dit mais non, il faut continuer à préserver la stabilité institutionnelle du Conseil de l'Arctique, il faut continuer à faire de la place aux observateurs, il faut continuer à mettre en avant le stewardship, c'est-à-dire la protection de la zone arctique. Donc, in fine, même si aujourd'hui l'administration Trump a de nombreuses velléités de réouvrir un certain nombre de zones qui avaient été fermées par Barack Obama à l'exploration au large de l'Alaska, on peut dire que malgré tout, il y a une certaine continuité institutionnelle et environnementale qui a été préservée. Donc l'administration Trump fait de l'écologie sans le savoir, on peut dire ça comme ça, ou c'est peut-être un petit peu provocateur? Alors j'ai pas exactement dit ça, ce que je dis c'est que dans l'administration Trump, et c'est ça qui est assez génial, ils font pas le boulot. Et quand je dis ils font pas le boulot, c'est-à-dire c'est que normalement quand vous avez une transition d'une équipe d'administration à une autre, vous allez prendre plusieurs mois, allez 3 mois, 6 mois, 9 mois, pour nommer tous les nouveaux ambassadeurs que vous voulez nommer, pour nommer les directeurs de service, les directeurs d'administration, les managers intermédiaires, pour nommer un certain nombre de gens qui vont effectivement faire la politique. Et en ce qui concerne l'Arctique, ce qu'on a vu, c'est qu'il n'y a eu aucun renouvellement de personne. Ce qui fait que ce sont les anciens de l'administration Obama qui sont restés là et qui là aujourd'hui, même si eux-mêmes se demandent un petit peu combien de temps ils vont rester, mais ils sont encore là. On est au mois de juin, la présidence américaine tournant du Conseil de l'Arctique est finie, ils sont encore là. Donc la question qui se pose, c'est pas est-ce qu'ils font de l'écologie sans le savoir, c'est juste que s'ils avaient fait le boulot de faire les remplacements, le spoil system comme on dit, en temps et en heure, eh bien peut-être que l'administration Trump aurait été beaucoup plus virulente et beaucoup plus anti-écologiste à Fairbanks au mois de mai. Mais c'est un peut-être. Et Mika, je voudrais rajouter que Tillerson en fait n'est pas un fanatique. Évidemment, il veut garder son job de ministre des Affaires étrangères, mais en tant que pétrolier, c'est ça qui devient intéressant, c'est que même les pétroliers sont en train d'évoluer. On le sent chez Tillerson, t'es d'accord ? Mais absolument, et on le sent quand on discute, les gens de chez Exxon n'ont pas du tout les mêmes approches vis-à-vis de l'Arctique que ceux de chez Eni, que ceux de chez Gazprom, que ceux de chez Novatek, Rosneft ou même chez Total. C'est intéressant de voir qu'il y a certaines compagnies qui disent « moi l'Arctique ça m'intéresse pas parce que je veux devenir non plus un pétrogazier, mais je veux devenir un fournisseur d'énergie au pluriel ». Il y en a d'autres qui vont vous dire « moi l'Arctique américain j'ai laissé tomber parce qu'il y a beaucoup trop d'incertitudes au niveau moyen et long terme sur la régulation dans ces zones-là, donc je laisse tomber les États-Unis et le Canada, je laisse tomber le Groenland parce que c'est quand même opérationnellement le plus complexe, et je vais me focaliser sur la Norvège et la Russie. Il y en a qui vous disent je laisse tomber complètement l'offshore, donc le pétrole en mer, et je vais me focaliser soit sur les schistes, soit juste sur le conventionnel onshore, sur terre. Donc vous voyez, il n'y a pas un discours, tout comme il n'y a pas un Arctique, il n'y a pas un discours des pétroliers, il n'y a pas le même discours non plus entre les opérationnels pétroliers et les opérationnels gaziers. Donc c'est toute une multitude d'avis, et en effet, il n'y a pas de dogmatique dans ce secteur en réalité. Stéphane Duguest, vous avez dirigé la revue Col Bleu. Alors maintenant, on va peut-être parler un petit peu plus des enjeux de défense, et notamment liés à la partie maritime de l'Arctique. Parce qu'effectivement, on l'a rappelé, il y a une partie maritime, une partie terrestre. Quels sont vraiment, selon vous, les enjeux au niveau des questions de défense, peut-être de manière générale, si vous voulez préciser peut-être sur la France Écoutez, je crois que grand jeu, il y a du scoop, hein, parce que vous avez le commandant Jean-Marin Desbrailles qui vous donne pour la première fois, je ne l'avais jamais lu ailleurs, je vous le dis vraiment, la France et les enjeux de sécurité. Pourquoi combien de bateaux vont dans la zone arctique? C'était dit nulle part, parce qu'il y avait comme qui dirait un énorme couvercle, puisque historiquement les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, donc les sous-marins qui ont l'engin, comme disait De Gaulle, l'arme atomique,
la zone qui est là en termes de dissuasion. Si notre pays doit être attaqué, la zone, ils peuvent justement balancer l'engin qui est la plus adéquate, elle est en Arctique. Et historiquement, jusque pendant longtemps, pendant la guerre froide, il y avait dans cet équilibre des dissuasions entre d'un côté évidemment les Américains, de l'autre les Soviétiques, au milieu les Français, les Britanniques, une zone qui était archi fréquentée par les sous-marins, fréquentée aussi par les corvettes, les frégates, tout ce qui constitue une force d'action navale. Et suite à la chute du mur de Berlin, on est tombé dans d'autres paradigmes. La marine a beaucoup moins communiqué sur ses missions qu'on appelait dans l'Atlantique Nord. Et récemment, si vous regardez le mouvement des bateaux, vous pouvez vous apercevoir qu'il y a beaucoup de bateaux hydrographiques, océanographiques, on appelle ça les bateaux blancs. C'est des bateaux armés par des militaires et surtout des scientifiques qui sont chargés de faire ce qu'on appelle dans le jargon des missions de connaissance-anticipation, entre guillemets. Ce qui veut dire concrètement que ces bâtiments blancs font des mesures de salinité, des mesures de température d'eau, de couche d'eau. Si je vous dis ça, c'est que le sous-marin, pour être furtif, il a besoin de connaître toutes ces données. Et comme par hasard, tous les bateaux océanaux, tous les bateaux blancs sont souvent en escale à Reykjavik. J'y étais en septembre dernier et il y avait le Beau-Temps-Beaupré. Et vous avez une marine qui recommence à s'intéresser à l'Arctique pour des raisons évidemment de défense, de sécurité stratégique, qui commence à repartir dans la zone, et c'est écrit noir sur blanc pour la première fois pour un média grand public que nos sous-marins lanceurs d'engins sont en Arctique. Le souci, c'est que pour piloter, conduire des bateaux, il faut des marins. Et ces zones, Jean-Marin Desbrailles l'explique, il explique même que la navigation dans les glaces avec sa frégate a été très très artisanale, très bricolée. Il faut des marins qui savent naviguer dans les glaces. Il faut des marins qui savent éviter, appréhender la banquise, les growlers, qui sont évidemment un grand danger pour les bateaux qui n'ont pas les doubles coques et qui n'ont pas les capacités des brise-glaces. Et la marine a depuis 3 ans réinvestigué ces zones en faisant des missions l'été, là où on prend le moins de risques, au mois de juin-juillet, pour déployer ces frégates. Mais vous voyez que dans ces déploiements, si vous déployez dans l'Arctique, sur l'est du Groenland, vers l'est, vous êtes à côté de l'ogre russe qu'on a longtemps, il y a encore 10 ans, on négligeait sa marine en disant que la marine était en déliquescence. Je vous rappelle l'affaire du Kursk, enfin, toutes ces affaires qui nous faisaient dire que la marine soviétique, en tout cas la marine russe, avait perdu de sa superbe. Et la marine russe, évidemment, et l'armée russe a montré qu'elle était toujours là. À titre très anecdotique, en 2012, j'étais à Mourmansk pendant les fêtes patriotiques soviétiques, et c'est là que j'ai vraiment pris conscience que l'armée soviétique, l'armée russe plutôt, était plus vaillante que jamais, parce que c'était une escale, figurez-vous, d'une frégate anti-sous-marine, donc ces frégates qui sont chargées de détecter les sous-marins. C'était la FASM Latouche-Tréville, et on a assisté à une revue navale et un déploiement des moyens de la marine russe qui était complètement impressionnant, et on était en 2010 ou 2012, je ne sais plus exactement. Inutile de vous dire que 5 ou 7 ans plus tard, tout est monté en puissance. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que pour cette dissuasion nucléaire, qui est un concept que la France, grâce au général de Gaulle, on a une marine océanique, donc on dispose d'une arme nucléaire, mais pour disposer d'une arme nucléaire, il faut que, grosso modo, un sous-marin soit au tapis en permanence, quelque part dans un endroit, pour éventuellement envoyer sur ordre du président de la République la bombe nucléaire en réponse à une attaque nucléaire qu'on aurait subie dans notre pays. Tout repose sur la dissuasion, d'où ce mot. Et dans ce concept de dissuasion, on avait un petit peu perdu de vue les choses dans tout ce que je vous ai dit et dans tout ce que je vous ai mis en perspective. Et à l'heure actuelle, on s'aperçoit que, et en tout cas c'est révélé dans le grand jeu, que la marine entend jouer un rôle, mais dans ce rôle, ce qui est, somme toute, maintenant que je ne suis plus à col bleu, je peux le dire, ce qui est inquiétant, c'est que le commandant Desbrailles nous dit que c'est quand même fait avec les moyens du bord, qu'il y a très peu de marins qui savent naviguer dans les glaces, et que c'est des régions où rien ne s'improvise. Néanmoins, la bonne nouvelle, c'est qu'on redéploie des bâtiments, et l'autre bonne nouvelle, la marine qui avait des savoir-faire dans les glaces, a eu un bateau au tout début qu'elle a consacré à l'Antarctique, le commandant Charcot. Ça a duré 3 ans, et j'expliquais en aparté tout à l'heure que ça avait duré 3 ans parce que les moyens avaient été à l'époque, dans les années 50, redéployés pour l'Indochine, pour
pour ce qu'on appelait des opérations de maintien de la paix, pour ne pas dire la guerre en Indochine. Et là, on a décidé de la construction d'un navire polaire, pardonnez-moi, et qui s'appellera l'Astrolabe, qui va être lancé le 12 juillet prochain à Concarneau, construit non pas par le constructeur historique des CNS, qui est entre-temps cette semaine est devenu Naval Group, et qui est construit par les chantiers Piriou. Et figurez-vous que ce navire polaire, avec des capacités pour aller dans les glaces, va être armé par la Marine nationale. Donc c'est en urgence que là on forme des équipages sur simulateur à l'École nationale de marine marchande de Marseille. Va être armé aussi par les terres australes et antarctiques françaises, dont administrativement l'Antarctique dépend, et va être armé par l'Institut Paul-Émile Victor. Quand je dis armé, la propriété va être partagée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a enfin réuni les civils et militaires qui ont du mal à se parler autour de la table pour que ce bateau puisse avoir un tiers du temps des missions logistiques au profit de la communauté scientifique polaire, et qu'il ait aux 2 tiers du temps des missions de souveraineté dans cette zone, où en tout cas par rapport à l'Arctique, on a des îles, Crozet, Kerguelen, des ZE, et ça laisse préfigurer d'un nouvel intérêt, et peut-être que l'amiral Rogel, qui entre-temps est quand même devenu le chef d'état-major particulier du président de la République sous Hollande et sous maintenant Emmanuel Macron, que l'amiral Rogel ne ricane un peu moins quand on parle du monde polaire, parce que c'est des enjeux, je crois, qui sont en train de croître, et une prise de conscience qui est forte, et en tout cas les moyens sont développés. Dernière petite question rapide, avant de laisser la parole pour quelques questions. J'ai cru comprendre que la Marine nationale n'avait pas forcément abandonné le concept de guerre froide. Est-ce que quelqu'un peut confirmer ? J'ai pas le lien avec la Marine, donc je vais confirmer ça. D'un point de vue tout à fait externe, non, je blague. Faut pas, c'est pas du tout les mêmes enjeux. Le sujet qu'on a est le suivant. Nous, on a l'île Longue, ok. Notre dissuasion, elle part de l'île Longue, à côté de Brest, c'est facile, on connaît. La dissuasion des Russes, elle part de Severomorsk. C'est où ? C'est en Arctique. C'est à côté de Mourmansk, ok. Donc à partir de là, quand ils partent de Severomorsk, ils ont 2 choix. Soit parce qu'il y a la banquise, donc ils ne peuvent pas aller tout droit. Sinon, ils pourraient frapper les Américains et les Canadiens, partir, on ne les verrait pas, très bien, bon, il y a la banquise. Donc soit ils prennent à droite, soit ils prennent à gauche. S'ils prennent à droite, je fais à droite pour la caméra là-bas, s'ils prennent à droite, donc, ils partent vers l'Asie. Et ils partent vers l'Asie, si nous on est présents, on va être présents, quand je dis nous, c'est les Occidentaux, l'OTAN, etc. Hein. On va être présents dans la zone Bering, donc à la sortie de l'Arctique russe. Et là, bon, est-ce qu'on peut véritablement les repérer ? Bonne question. Deuxième sujet, admettons ils prennent à gauche, là ils viennent vers chez nous, c'est ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Le problème qu'on a, c'est de moins il y a de banquise, plus ils peuvent facilement prendre des routes qui font que si eux ils les connaissent mieux que nous, eh ben on ne va pas les repérer parce qu'on ne sera pas dans les zones dans lesquelles ils passeront. C'est pour ça que ce que disait Stéphane sur la connaissance et l'anticipation, c'est clé. Quand vous entendez parler de renseignement, alors on a tous entendu le renseignement humain, etc. Là, en Arctique, nous, il y a un enjeu de renseignement humain, évidemment, mais il y a un enjeu de renseignement des fonds marins. Comme on ne sait pas partout à quoi ressemblent les fonds de l'Arctique, il est quand même très difficile, compte tenu du fait que les fonds de l'Arctique sont assez peu profonds, hein, c'est 200 mètres de profondeur en moyenne. Comme on ne les a pas mappés, eh bien, il est difficile de se dire tiens, on va pouvoir opérer si jamais on a envie d'opérer, que ce soit pour faire de la surveillance ou que ce soit pour faire de l'action. Donc du coup, il faut mapper, il faut connaître. Et puis, il faut peut-être aussi discuter avec les autres, avec nos alliés, parce que eux aussi, d'une part, ils sont un petit peu plus au nord, donc les Américains, les Canadiens, les pays scandinaves. Ils ont plus d'expérience dans la région, et puis aussi, ils ont plus de chercheurs et plus de moyens pour mapper toute cette zone-là. Donc du coup, ce qui est très intéressant dans le cadre de la marine, c'est que là, il va y avoir une revue stratégique que Arnaud Dangean va piloter sur les prochains mois, ce qui va nous emmener ensuite vers la prochaine LPM, la prochaine programmation militaire. Est-ce que l'Arctique va avoir une place plus importante dans le prochain livret blanc, parce que c'est plus un livre blanc, c'est un livret blanc de la défense? Est-ce qu'il aura une place avec des fonds sonnants et trébuchants dans la LPM? Autre question très claire et très concrète, sur les 5 prochaines frégates de taille intermédiaire qu'on va avoir, est-ce qu'on peut en avoir 1 ou 2 qui pourraient naviguer dans les glaces avec une coque renforcée par exemple pour pouvoir opérer en Arctique? Toutes ces questions-là, il faut se les poser, et toutes ces questions-là, il faut se les poser parce que il y a encore
ce qui est considéré comme l'ennemi principal par les Anglais et les Américains, et ce qui est considéré comme un risque pour nous autres, un peu plus au sud, et puis par les Scandinaves, qui sont donc les Russes. Et l'autre indice, je me permets, Miko, c'est que regardez bien aussi comment va être doté le port de Brest. Donc l'île Longue est à côté. Et vous aurez vraiment un vrai renseignement dessus, parce que géopolitiquement, ce qui est intéressant, c'est que pendant toute la guerre froide, le port de Brest était le plus grand port de la marine nationale, et pour cause, parce que tous les bâtiments, avec la guerre froide, on vient de l'exprimer, et tout a basculé dans un arc de crise vers Toulon, qui est devenu le plus grand port militaire français, mais dans des proportions complètement incroyables. Et là, Brest a été, comme on dit dans le langage militaire, beaucoup déplumé, mais ça sera intéressant de voir un peu dans les mouvements de bateaux, les ports bases et les ports d'attache, et surtout quelles catégories de frégates sont basées à Brest. Ça sera un bon indicateur. Pour compléter ce point, il y a un autre indicateur qu'il faudra surveiller, c'est celui de Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est un territoire qui a toujours été extrêmement négligé parce que, et Michel Rocard avait raison sur ce point, Saint-Pierre-et-Miquelon n'est pas dans la zone arctique au sens où il est quand même à la même latitude que Nantes. Cependant, là où on a eu des discussions avec toute l'humilité de mon jeune âge avec Monsieur Rocard, c'est que Saint-Pierre-et-Miquelon, même si la latitude n'est pas aussi élevée que cela, les conditions climatiques et la proximité avec la zone de l'Arctique américain est plus proche et plus forte de Saint-Pierre-et-Miquelon à l'Arctique américain qu'elle n'est de Brest, par exemple, à l'Arctique européen, à cause du Gulf Stream principalement. Donc du coup, il faudra aussi voir quel sort sera réservé à Saint-Pierre-et-Miquelon et quelle place on donnera à Saint-Pierre-et-Miquelon, d'autant plus que vous n'êtes pas sans savoir que l'actuelle ministre des Outre-mer est donc la députée de Saint-Pierre-et-Miquelon, et que donc elle suit a priori ces enjeux. Est-ce que vous avez des questions? On va maintenant faire passer le micro dans la salle. Sinon, moi j'en ai une première. Il y en a une au fond. Une au fond. Oui, bonsoir, merci beaucoup pour cette conférence. Moi j'aurais une question par rapport à la Russie et aussi la Chine en fait. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai souvent lu des affirmations comme quoi la Sibérie, il y aurait une présence chinoise de plus en plus forte. Bon, certains même se posent déjà la question, est-ce que la Sibérie deviendra chinoise ? Déjà, première question qui n'a pas forcément beaucoup de rapport, est-ce que ces affirmations comme quoi la Sibérie pourrait devenir chinoise, c'est vrai? Et si cela est vrai, est-ce que c'est une stratégie de la Chine justement pour avoir une influence sur l'Arctique dans le futur, et du coup est-ce que la Chine pourrait jouer un rôle dans le partage de l'Arctique? Je vous remercie. La réponse est oui. Et le Kremlin ne s'en rend absolument pas compte. Le Kremlin, autant que Washington ou d'autres capitales occidentales, sont phénoménalement obsédés par leur confrontation. Et c'est une opportunité extraordinaire pour la Chine, qui, n'oublions pas, était présente en Sibérie, avant, du moins la Sibérie du Sud-Est, avant que les Russes ne l'annexent. Au XIXe siècle, je crois en 1854, s'il me semble, dans un des traités que les Chinois appelaient les traités injustes, comme également la cession de Hong Kong, enfin la concession de Hong Kong et d'autres de ce qu'ils appellent les traités inégaux ou traités injustes qui ont eu cours, qui ont été signés entre le milieu du 19e siècle et la fin du 19e siècle. Et les Chinois qui voient l'histoire à très très long terme, lisez ce qu'en disait Chou En-lai, ont des vues sur la Sibérie. Et pourquoi on leur reprocherait puisqu'ils sont ils sont dans une situation tout de même de surpopulation, alors que les Russes sont en train de perdre leur population. Il y a un grand vide qui est en train de se créer. Les Sibériens les Sibériens russes fuient la Sibérie. Pourquoi voulez-vous que les Chinois ne s'y installent pas? Mika, tu veux rajouter quelque chose? Oui,
Oui, je vais ajouter quelque chose parce que je vais pas être aussi catégorique que toi. Voilà, c'est les confrontations, tout ça, enfin bref, comme d'hab. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, en Chine, on se dit qu'on est proche de l'Arctique. Pourquoi ? On est proche de l'Arctique pour 3 raisons. La première raison, c'est qu'on a des glaces résiduelles dans les eaux chinoises du nord-est, de l'extrême nord-est de la Chine, et le gouvernement chinois a investi pour avoir des brise-glaces de petite taille, de manière à pouvoir désengorger ces zones maritimes-là. Donc, eux, ils se disent, ça nous fait une première proximité avec la région. La deuxième proximité avec la région, c'est une proximité culturelle. Vous savez sans doute qu'il y a des éleveurs de rennes en Arctique, j'imagine. Ce que vous vous dites peut-être, c'est qu'ils sont que en Laponie. Il n'y a que les Sams qui élèvent des rennes. Peut-être que vous vous dites ça, mais en fait, des éleveurs de rennes, il y en a sur toute la façade de l'Arctique russe. Et il y en a qui descendent même jusqu'en Mongolie et jusqu'en Chine, et notamment dans la région du Heilongjiang. Et donc, ce que dit le gouvernement chinois, c'est nous avons une proximité culturelle avec l'Arctique, puisque nous aussi, nous avons des peuples nomades et ainsi de suite. D'ailleurs, ils ont accueilli l'année dernière le congrès mondial de l'association des éleveurs de rennes en Chine. Ça paraît un petit peu étonnant, mais voilà. Donc on va parler de la diplomatie du renne. Troisième point, là on est sur une dynamique plutôt économique. Je dirais pas que la Chine va annexer la Sibérie. En revanche, même s'il y a des très grands penseurs américains qui écrivent des tribunes dans le New York Times, et je vois très bien celle à laquelle vous faites référence, en disant ça, c'est un scénario plausible. Moi, ce que je dis et ce que je vois surtout, c'est qu'il y a un phénomène d'intégration économique régionale, transfrontalière, entre la région du Heilongjiang, c'est certain, et les régions donc, du sud de la Sibérie extrême orientale russe. Ça, c'est une réalité. En revanche, de là à dire que ces régions-là pourraient perdre leur lien avec Moscou au point de pouvoir être annexées. Ok, parce que c'est ce que j'ai compris sur le long terme. Hein. C'est ce que j'ai compris dans ton scénario à long terme. Si t'as pas dit ça, voilà, on est d'accord du coup. Il y a une intégration régionale qui émerge, c'est certain. Et puis ensuite, la Chine est évidemment pourvoyeuse de moyens humains et de moyens financiers dans ces régions-là du sous-Arctique. Et puis évidemment, petit à petit, monte et progresse vers la région de Magadan, Kamchatka, Chukotka, etc. Juste pour ajouter, nous ne sommes pas en désaccord en fait. Je n'ai pas dit qu'il y aura une annexion de la Sibérie par la Chine. Ça se passera d'une manière beaucoup plus soft, c'est-à-dire ça restera territoire russe, il y aura le drapeau blanc-bleu-rouge, mais comme on le voit déjà dans des quartiers, certains quartiers de Vladivostok et maintenant de plus en plus à Irkoutsk, oui, eh bien, tranquillement, les Chinois vont racheter des business, des concessions, des propriétés. Voilà, ça va être. Ils vont le faire en s'investissant. Là où d'ailleurs les Russes, le problème des Russes, c'est qu'ils se désinvestissent parce qu'ils sont obsédés. Ils ont une mentalité d'État rentier, c'est-à-dire qu'ils sont obsédés par le gaz, le pétrole et les ressources. Dites-vous que si vous êtes à Blagoveshchensk, donc à la frontière côté russe, à la frontière avec la Chine, vous allez avoir un peu le même système que ce que vous pourriez avoir entre Metz et le Luxembourg. En gros, vous allez avoir les travailleurs frontaliers chinois qui vont monter, qui vont travailler donc côté russe parce qu'il y a des besoins, qui vont investir, qui vont en effet racheter des petits commerces, etc. Et qui petit à petit vont commencer à racheter des terrains, des appartements, qui vont commencer à construire. Ça, c'est une réalité aujourd'hui. Déjà, mais c'est un système de travailleurs transfrontaliers en réalité. Ça va pas plus loin que ça en tout cas pour l'instant. Moi, je veux juste compléter, hein, s'il y a parmi vous des amateurs de fiction, là, tout ce qu'on a brossé ce soir, c'est le moment où j'avais d'écrire votre roman, parce que moi, ces derniers éléments que je maîtrise un peu moins me passionnent, et je pense qu'il y a des choses à raconter là. Non ? Surtout, il faut jeter à la poubelle cet horrible roman de James Michener que j'ai rencontré en Alaska, que j'admirais énormément parce qu'il avait écrit des beaux romans sur le Texas, sur Hawaï, sur la baie de Chesapeake et surtout sur le Colorado. Et je me suis dit, alors je voulais l'écrire ce roman. Puis il se pointe en Alaska en 96, je lui dis zut, c'est raté, ben, tant pis, je vais essayer d'être consultant pour lui, et donc en rencontrant le bonhomme, je me suis dit,
mon Dieu, qu'est-ce que ça va donner, les questions idiotes qu'il posait, et le roman était encore plus idiot que ces questions. Et c'est une catastrophe. Donc écrivez une grande belle saga sur l'Alaska, il y a de quoi faire. Mais il y a des beaux romanciers, il y a quand même de la belle littérature du Grand Nord qui remonte, étranger, oui, mais aussi en France, qui remonte à Chateaubriand. Chateaubriand a été un des premiers Français à écrire sur le Grand Nord. Vous voulez ajouter un petit mot? Puis on passera à une autre question après. Juste, intéressez-vous à... Je complète sur la dimension culturelle, littérature, filmique. Intéressez-vous aux polars scandinaves, qui se lisent déjà, qui lisent très bien. 2, souvent, ils y glissent des éléments de géopolitique qui sont passionnants. Et 3, on a en France c'est véridique, qui s'appelle Olivier Truc. Je n'invente rien. Et Olivier Truc, on me l'a présenté parce que figurez-vous que j'écrivais la biographie de Paul-Émile Victor et que Olivier Truc, dans sa fiction, je ne savais pas que c'était une fiction, dévoilait une mission inédite de Paul-Émile Victor en Laponie. Il s'avère que j'étais au chapitre où je racontais Paul-Émile Victor en Laponie et je me suis dit, mais j'ai complètement tout raté. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je sais pas? Donc je me suis précipité, j'étais en vacances dans le Pays Basque chez un libraire à commander l'ouvrage d'Olivier Truc. Et Olivier Truc a écrit sur la police des Rennes. Figurez-vous qu'Olivier Truc était reporter pour Libération et puis maintenant Le Monde, envoyé spécial, et qu'en faisant un reportage avec la police des Rennes au fin fond de la Laponie, il a trouvé toute la matière à écrire ses romans. Donc inutile de vous dire que ce qu'il dévoilait sur Paul-Émile Victor était effectivement de la fiction, que tout était faux, et on est rentré, c'est génial, maintenant on est rentré en lien via Twitter, via Facebook, on s'est rencontrés en chair et en os, parce qu'il n'y a quand même rien de mieux que de se rencontrer en chair et en os, et il continue sur cette veine d'écrire des romans. Il y a aussi cette série qui était passée sur Arte, qui projetait que les Russes avaient occupé la Norvège, et qui était redoutablement bien réussie, et dans le champ culturel, dans le champ de la littérature, dans le champ du cinéma, c'est encore pas assez exploité, mais il y a quand même des vraies mines d'or. Je sais qu'on va passer à la prochaine question, je vais être très court. Justement, ça c'est un modèle par exemple de croissance endogène possible dans les marchés arctiques. Quand vous avez des films ou des séries télé, c'est encore mieux parce que c'est plus facile d'accès, comme Jour polaire, comme Fortitude et d'autres, qui sont tournés dans ces régions-là par des crews qui sont de ces régions-là, avec des consultants de ces régions-là et ainsi de suite. Ça donne du boulot aux mecs sur place et en plus ça fait ramener des touristes. Puisqu'on crée des tours maintenant. Quand vous allez dans certains coins de Laponie ou d'Islande, il y a même des tours un peu au style des tours plus belle la vie que vous avez à Marseille, quoi. Donc ça commence à émerger à travers la littérature, les séries télé, les films. Donc ça c'est un type de marché qu'il faut favoriser si on est pour la préservation de l'Arctique par exemple. Alors, du coup j'avais une précision à apporter en essayant de répondre à la question de Benoît tout à l'heure sur la guerre froide. Il s'avère que jeudi dernier, donc dans sa conférence, le commandant Desbrailles précisait que dans la rhétorique de l'OTAN, la Russie est l'ennemi et a toujours été l'ennemi, et qui fait que les marines coopèrent très très peu avec la Russie, un petit peu la Norvège, mais c'est surtout pour ce qui va être des missions de sauvetage. Et je vous laisse lire l'entretien avec le commandant Desbrailles pour nuancer un peu la position de la France là-dedans. Ma question est la suivante. Excusez-moi, avant votre question, j'étais aussi à la conférence et je connais Jean Marin. La chose qu'il dit, c'est que côté américain et côté anglais, ils voient la Russie comme une menace. Alors que nous, ainsi que les Scandinaves, on les voit comme un risque. C'est ça la différence sémantique qui vous donne une idée de notre relation possible avec les Russes ou pas. Alors, du coup, ma question va permettre d'apporter plein d'éclairages là-dessus. Poutine est un des seuls dirigeants qui parle très clairement de l'Arctique dans sa politique, dans sa stratégie, dans sa géopolitique, à tel point qu'on parle de la Russie maintenant comme la seule puissance polaire, la seule puissance arctique. Et j'aurais voulu savoir si on pouvait aujourd'hui dégager une doctrine Poutine sur l'Arctique, et est-ce qu'elle était cohérente de son point de vue, et pour nous les Occidentaux qui essayons de la comprendre. Je vais essayer d'être bref. La Russie a toujours eu une grande avance. La Russie et les Scandinaves et les Finlandais ont toujours eu une grande avance sur tout le monde dans le domaine de la recherche et de l'exploitation de l'Arctique. Maintenant, il y a eu un grand trou à l'époque de Yeltsin, comme toute l'économie s'effondre, et tout ce qui est recherche et exploitation, tout ce qui est géographie des milieux extrêmes, maritimes, la marine russe marchande ou militaire décline
gravement. L'espace, la Russie commence à se retirer de la recherche spatiale dans les années 90, et l'Arctique. Alors, Poutine veut simplement remettre les pendules à l'heure et tout simplement, sa politique, c'est que la Russie reprenne tous les efforts et obtienne des résultats dans la suite de ce qui avait été obtenu en URSS. Donc moi je dirais qu'on a plus ou moins, les Russes ont reconquis un peu tous les acquis du temps de l'URSS, et maintenant ils avancent. Alors le tout, c'est d'essayer de les diriger vers des activités dans lesquels ils seraient forcés de coopérer plutôt que de se confronter, notamment la gestion des facilités des infrastructures portuaires dans l'Arctique, qui est à mon avis le vrai business dans l'Arctique, même plus que l'exploitation des ressources naturelles. Autrement dit, gérer les autoroutes maritimes du Grand Nord, il faut bien comprendre, qui raccourcissent de moitié les échanges maritimes entre l'Asie et l'Europe, ou l'Asie et l'Amérique du Nord, eh bien, c'est ça qui obligerait les Russes, pour qu'ils aient des clients, d'être dans une attitude coopérative plutôt que confrontationnelle. Pour le moment, Poutine joue sur les deux tableaux. Il se prépare à des confrontations, voire même assez graves. Il se prépare en même temps à d'autres scénarios. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Je vais laisser rapidement la parole. Je suis en train de finir d'écrire un livre sur l'Astrolabe, qui est le petit navire français qui faisait la rotation entre Hobart en Australie, enfin d'abord la France, puis ensuite Hobart et la Terre Adélie. Et figurez-vous que cet Astrolabe, qui était utilisé uniquement en Antarctique, en 89, on va décider de l'utiliser pour l'Arctique. Et là, c'est intéressant, c'est encore une histoire très française, c'est la passion d'un homme, qui est d'ailleurs à Hokkaido, au nord du Japon, qui décide, parce qu'il navigue dans le détroit de Bering, d'aller découvrir ce qu'est ce passage, qui va réussir à convaincre des armateurs, les décideurs de notre pays, à ce que l'Astrolabe, on est en 90, donc le 90, et en 90, l'Astrolabe va ouvrir la route, le passage du Nord, ce qu'on appelle, nous les Européens, le passage du Nord-Est. Et dans les documents de l'époque, en tout cas dans la presse de l'époque, on dit que c'est une première, etc. Et on est dans un véritable paradigme en 90 sur cette route qui est beaucoup obstruée par les glaces, et le trajet entre Hambourg et le Japon est réduit d'une portion complètement incroyable. Je me permets de juste ajouter une note en bas de page à ce que dit Stéphane, c'est que je vais me faire de la pub, mais Stéphane, je viens de vous faire de la pub, tout à l'heure, je vous ai fait de la pub au début pour votre livre. Moi, beaucoup plus modestement, je voudrais faire de la pub pour notre Geostrategic Maritime Review, où Pascal Irissou, qui était à bord, qui était un des qui représentait les commanditaires, nous raconte le récit du voyage. Geostrategic Maritime Review, numéro 7. Et là, vous avez ce petit bateau français qui veut passer la route. Vous avez évidemment les Russes, on va dire les Soviétiques, qui sont encore très soviétiques, qui leur disent l'unique condition, c'est qu'il y ait nos brise-glaces qui soient devant. Et dans la presse de l'époque, on a annoncé ça comme une première. Alors, le brise-glace a efficace devant sur certains moments, mais l'Astrolabe, vaille que vaille, il coûte que coûte, a réussi à faire son chemin. Et dans les rapports que j'ai eus de 90, ou dans les dogmatismes russes de l'époque, Helsinki allait arriver après, Oleg nous l'a expliqué, et on a tout abandonné, l'idée était pour eux de développer ce passage économiquement. Et tout de suite, le constat des marins français, ça a été de dire, il faut des brise-glaces, parce que sans brise-glaces, on passe pas, et 2, il manque des infrastructures portuaires, parce que ces bases météorologiques qui sont disséminées tout le long de la Sibérie, moi j'ai eu la chance une partie, je suis allé 3 fois en Sibérie de visiter, c'est complètement obsolète et c'est pas bon pour le business. Donc dès 90, il y avait cette idée qui est tombée en désuétude, qui la remonte, et Oleg nous l'a bien expliqué. Et juste pour compléter sur la position de nos amis russes, je pense que l'Arctique, c'est comme les pays scandinaves, c'est leur jardin. C'est leur jardin. En tout cas, ou l'arrière-cour, on peut considérer ce qu'on veut, c'est leur jardin. Je pense qu'ils ont décidé de leur jardin d'en faire quelque chose. Ils pourraient s'affranchir de beaucoup de choses avec... on voit les oléoducs, il n'y a pas besoin d'être un grand stratège pour comprendre qu'en passant par l'Arctique, on peut faire un business qui est assez juteux.
c'est leur jardin, ils le développent. Nous, Français, si on compare le jardin qu'on a, c'est notre outre-mer. Mais le souci qu'on a avec notre outre-mer, on a quand même le deuxième domaine maritime, voire maintenant le premier avec les extensions de plaques. C'est que ce jardin, on a l'habitude de dire que les moyens de la marine sont tels qu'on est en train de surveiller le Sahel avec 4-4L. Donc tout le débat est là. Je voudrais revenir sur le présupposé de votre question. J'ai rien contre vous, on se connaît pas, mais c'est parce que ça fait 2 fois. Le présupposé de votre question, c'était qu'on ne voit que Poutine en Arctique parmi les leaders du coin. Bon. Je pense que ça, c'est une vision qui est tronquée, ou en tout cas qui est que vous avez développée, parce que les médias français ont... ça n'a pas été quantifié, ce n'est qu'une impression, m'ont l'air d'avoir une fascination quand Poutine va en Arctique. Et quand le président Niinistö, quand Erna Solberg ou Børge Brende, ou quand je ne sais quel autre leader de l'Arctique, que ce soit Justin Trudeau ou d'autres, vont en Arctique ou parlent de l'Arctique, eh ben on n'en entend pas parler. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, par exemple, c'est que sur la période 2014-2016, par exemple, 2015-2016, les 2 dernières années, Barack Obama a beaucoup plus parlé de l'Arctique que Vladimir Poutine. Il en a parlé sur des raisons environnementales principalement, mais les États-Unis ont quand même organisé 3 événements internationaux majeurs d'un point de vue de la diplomatie arctique, là où les Russes n'en ont organisé que un, de même niveau, de même magnitude j'entends, sur les 2 dernières années. Donc il faut bien, et à chaque fois Barack Obama était là. Je pense, je fais référence à la Glacier Conference et puis après au White House Science Ministerial de l'année dernière. Donc typiquement, il faut bien se rendre compte, et j'espère que nous on fait de l'éducation un peu auprès des journalistes, intéressez-vous au-delà de la question de Vladimir Poutine, le grand méchant ogre russe, va exploiter l'Arctique. Il n'y a pas que ça. Il y a ça, et il ne faut pas le négliger, mais il n'y a pas que ça. Ah oui, et pour la question de la doctrine, je rejoins ce que disait Oleg. Je pense que Poutine est un enfant de Primakov, dans le sens où il n'est pas question d'aller en Arctique pour aller en Arctique, parce que l'Arctique était quelque chose et l'alpha et l'oméga d'une stratégie ou d'une doctrine X ou Y russe. En revanche, et c'est pour ça que je dis que c'est un enfant de Primakov, la logique de base, c'est de pouvoir préserver la possibilité d'agir sur des zones qui sont des zones d'intérêt. Et ce qu'on voit en Arctique, quand on voit le gouvernement fédéral russe investir pour rénover 10 bases anciennes ou anciens goulags, et en construire 4 nouveaux, donc 14 en tout, nouvelles bases en Arctique le long de la façade arctique, il ne faut pas y voir là une démarche offensive. Il faut au contraire y voir une démarche défensive, une démarche presque paranoïaque, aussi bien au niveau des intérêts stratégiques, au sens des intérêts militaires, que au sens des intérêts stratégiques, au sens purement économique. Je crois qu'il y a une dernière question, et puis après il sera temps de conclure. Je crois qu'on a un petit cocktail qui nous attend après. Bonsoir et merci pour ces perspectives. J'aurais une question qui concerne un acteur qui a été assez peu évoqué jusqu'ici, à mon avis, c'est l'Union européenne. Voilà, qui est au moins présente par défaut au Conseil de l'Arctique via 3 membres scandinaves. Et alors, au moment où on observe aujourd'hui un nouvel élan pour une politique de défense européenne, y a-t-il un renouveau d'une attention en tout cas européenne pour cet espace, et à la fois dans une double perspective en termes de politique de coopération scientifique et environnementale, et en termes de politique de voisinage et donc de défense? Bon, je pense que celle-là, elle est pour moi. Ça fait depuis début 2016 que je collabore avec la Commission européenne. Ce qui est très intéressant, c'est de voir l'étendue des intérêts au sein de la Commission européenne, des bureaucrates, j'entends, et des décideurs pour l'Arctique. Il y a ceux qui s'intéressent à l'environnement, il y a ceux qui s'intéressent à la recherche scientifique, il y a ceux qui s'intéressent aux questions stratégiques et aux militaires, il y a ceux qui s'intéressent aux questions économiques, et ainsi de suite. Et donc, je crois qu'elle n'est pas encore là, mais il y a en gestation une véritable doctrine européenne autour de la question de l'Arctique à son sens large.
et sur toutes ces façades, que ce soit la façade de l'Arctique russe, la façade de l'Arctique européen, la façade de l'Arctique américain, via notamment Saint-Pierre-et-Miquelon et le Groenland, qui sont donc des pays et territoires d'outre-mer associés à l'Union européenne. Donc il y a ce volet-là. Sur la dimension scientifique, par exemple, l'Union européenne aujourd'hui est le premier financeur de projets de recherche scientifique en Arctique. C'est considérable. Ensuite, d'un point de vue diplomatique, vous le savez certainement, l'Union européenne n'est pas encore membre observateur de plein pied du Conseil de l'Arctique. Mais ceci dit, ils sont là à toutes les réunions. C'est-à-dire que de facto, ils agissent comme si ils sont appréhendés par les membres du Conseil de l'Arctique comme s'ils étaient observateurs. Et puis en plus de ça, vous avez mentionné le fait que oui, la Finlande, la Suède et le Danemark sont évidemment membres du Conseil de l'Arctique, mais au-delà de ça, je mets à part les Anglais qui évidemment sont en phase de sortie, mais on a l'Allemagne, on a la Pologne, on a la France, on a l'Espagne, l'Italie, qui sont membres observateurs du Conseil de l'Arctique. Et puis ensuite, vous avez d'autres pays européens qui aujourd'hui disent « Moi, je veux être candidat. Et je veux être candidat pour porter mes intérêts nationaux dans le débat arctique, mais aussi pour contribuer au portage des intérêts européens en Arctique. » Et ces États, c'est l'Estonie, c'est la Lettonie, c'est la Hongrie, c'est la République tchèque, c'est la Slovaquie. Donc il y a des pays qui sont comme ça extrêmement loin. La Grèce aussi est candidate au Conseil de l'Arctique au titre d'observateur, mais pour d'autres raisons cette fois-ci. Là, on touche vraiment aux questions maritimes, puisque la Grèce, c'est surtout le lobby des armateurs en Grèce qui a poussé le gouvernement pour faire une candidature auprès du Conseil de l'Arctique. Et si on élargit la question, est-ce qu'il faudrait avoir une politique pour l'Arctique au niveau de l'Union européenne? Il y en a une. Il y en a une, et vous avez peut-être vu les documents depuis 2008, il y a eu plusieurs documents qui ont été publiés aussi bien par la Commission européenne que par le Conseil ou que par le Parlement européen, des résolutions principalement pour le Parlement européen, qui évoquent toutes les questions en Arctique. Et enfin, dernier point, et j'arrêterai là, il y a aussi, vis-à-vis de l'Union européenne, des pays associés qui ne sont pas membres de l'Union européenne, mais qui font partie de l'espace économique européen. Et ça, notamment l'Islande, qui a un traité de libre-échange avec la Chine, et aussi évidemment la Norvège, donc qui sont tous deux membres du Conseil de l'Arctique. Donc la position européenne vis-à-vis de l'Arctique, elle est protéiforme, mais surtout elle s'exprime de tas et tas de façons, et elle couvre quasiment tout le spectre des enjeux arctiques. Alors pour quelques mots de conclusion, tout d'abord nous tenions à remercier donc nos trois intervenants, messieurs Mered, Dugast et Kobzev, pour leurs perspectives très intéressantes, et monsieur Loyer pour sa modération. On tenait aussi à remercier ceux qui ont participé de près ou de loin à cette revue, donc Mathieu ici présent qui a écrit à l'intérieur, mais aussi le commandant des bras qui n'a pas pu être là ce soir, et tous les autres. Alors c'est des mots de conclusion qui vont surtout me servir d'introduction pour l'année prochaine. Ceux qui ne sont pas délirés, qui ne me connaissent pas, je vais me présenter, je m'appelle Florent Corneau, donc j'entre en 3e année ici en bachelor, et je serai président d'Illery Défense pour l'année à venir. Je tenais à montrer qu'avec peu d'effectifs et peu de moyens, on peut réaliser des choses très concrètes, très pertinentes et très intéressantes, tout d'abord pour les auteurs, mais aussi pour les lecteurs de la revue, je l'espère. Et je tiens donc par la même occasion à inviter tous ceux qui sont ici présents et d'autres à venir s'intéresser d'un petit peu plus près aux travaux d'Illery Défense, donc il y a tous les contacts au dos de la revue, et à partager tout ce qu'ils ont. Et donc moi je vous retrouve en septembre pour vous présenter tous les projets de Illery Défense pour l'année prochaine, et je reste à votre disposition pour le cocktail juste après. Voilà, donc je vous remercie et je vous souhaite une très bonne lecture. Donc un petit mot de conclusion peut-être par chacun. Je voulais vous féliciter pour votre livre Le Grand Jeu, et je voudrais vous dire, si vous ne l'avez pas vu, que vous avez été critiqué par des chercheurs spécialistes de l'Arctique au Canada pour avoir osé parler du siècle de l'Arctique et appeler votre revue Grand Jeu. Donc ce qui montre qu'en étant illyrien et en étant ici avec peu de moyens, on peut avoir une reconnaissance internationale ou être critiqué internationalement. Donc n'hésitez pas. Pas de pub, moi je sors mon bouquin l'année prochaine, donc je ferai pas de pub pour moi. En revanche, ce que je voulais juste vous dire, c'est, j'imagine que vous n'êtes pas tous étudiants ici, mais si vous vous intéressez aux questions de l'Arctique, il y a des tonnes et des tonnes d'événements qui ont lieu en France, à Paris et en province au fur et à mesure des années. Il y en a de plus en plus.
Donc n'hésitez pas à venir à chaque fois, à échanger avec nous, à discuter sur les réseaux sociaux, parce que votre point de vue, que vous soyez confirmé sur les questions arctiques ou que vous soyez complètement néophyte, il est extrêmement important pour faire passer un certain nombre de messages et puis pour voir les choses peut-être différemment. Et je voudrais remercier aussi nos amis des anciens des TAF qui sont là ce soir d'être venus. Merci beaucoup à Maxime. Je me joins en remerciement de Mika. Je vous félicite parce que depuis 18 ans, ça ne me rajeunit pas, mais j'écris, je vis de ma plume et je tente de diffuser mes idées, que ce soit par des textes plus longs dans des livres, des textes plus courts. Et j'ai eu que le bonheur pour l'instant de feuilleter Grand Jeu et de lire assez rapidement l'interview du commandant Desbrailles. Bravo, et je crois que vous l'avez compris ce soir, l'Arctique cristallise beaucoup de passion, beaucoup de crispation, beaucoup d'espérance. Et dans tous ces mots, passion, cristallisation, espérance, il y a du plus, il y a du moins. Je vous encourage vraiment à suivre cette actualité de l'Arctique où notre pays, si on est patriote en tout cas, au bon sens du terme, il n'y a aucune connotation politique, on a un rôle à jouer, on a une histoire, on a un passé, on a une tradition. Et je souhaite que les enjeux en tout cas à venir, ça soit ce qu'on a évoqué ce soir, que ça soit transversal, que ça soit économique, que ça soit diplomatique, et que ça soit aussi scientifique, que ça soit écologique, parce qu'on a trop tendance, pour le moment en tout cas, à cloisonner malheureusement les choses, et dès qu'on parle de l'Arctique, c'est juste la préservation du pauvre petit phoque, ou avec tout ce que ça peut supposer. Et j'encourage ceux qui le sujet intéresse, il n'y a pas pléthore d'endroits où on a des informations qui sont concentrées. Il y a... évidemment, il y a celui-là, mais pour ceux qui sont en langue française sur Facebook, vous avez des groupes, quand l'Arctique ou l'Antarctique vous gagne, c'est pire que la montagne. Le titre est assez abracadabrantesque, mais vous avez énormément d'informations qui sont reprises. Moi, plus modestement, j'ai une page qui s'appelle Monde Polaire où j'essaye d'animer tout ça, et vous avez à l'ANAGE IHEDN sur pas mal de champs de géopolitique qui sont votre sphère, des colloques, des rencontres et des choses qui ont lieu. Je vous encourage aussi, même si je l'ai beaucoup critiqué, à relire la feuille de route nationale arctique de la France, en français et normalement en anglais, et puis surtout vous qui êtes des parfaits anglophones, à aller sur les sites de nos amis et des autres pays, puisque là il y a beaucoup d'informations. En tout cas, merci à vous, et puis à très vite pour d'autres débats aussi passionnants. Encore un hommage que je voudrais rendre à quelqu'un qui va disparaître, non de ce monde heureusement, mais de l'antenne au bout de plus de 40 ans, d'émissions de Thalassa, Georges Pernou, qui va faire sa dernière émission dans un peu moins d'1 heure. Je vais juste le citer, ça, c'est ce qu'il dit tout le temps, toujours. Voilà. Ouais, sur ces mots de conclusion, merci beaucoup. Et puis, je crois qu'on a un petit cocktail qui nous attend.